Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la gestion des lecteurs fixes en RFID. Je suis Sophie Tron et je vais vous présenter mes interlocuteurs aujourd'hui qui vont intervenir sur ce thème. Tout d'abord, petite question technique. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez les poser dans le chat qui est dans votre barre en bas d'écran. Ça se nomme questions et réponses, Q&A, ou bien dans discussion. Je les prendrai et je les poserai en fin d'intervention. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte et nous allons démarrer dans quelques secondes. Je vais vous partager mon écran et vous présenter un petit peu ConnectWeb en attendant. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la gestion des lecteurs fixes en RFID. Et nous accueillons Christophe François de Zebra Technologies, qui est Enchanté. Sales Manager, solutions RFID, RTLS et robotique. Et de l'autre côté, Julien Thibult, Checkpoint System France, qui est directeur des ventes en RFID et protection source. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter ConnectWeb, qui est une association qui fédère à peu près, alors attendez, je reprends, qui est une association de professionnels de l'Internet des objets et de la RFID, toutes les technologies sans contact. Ce sont des entreprises actives autour de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés tout au long de leur cycle de vie. Alors, ConnectWeb fédère un réseau de 10 000 sociétés, dont 15 000 professionnels qui nous suivent, qui sont qualifiés dans l'IoT et dans le sans contact. Il y a également une dynamique régionale avec la création de pôles régionaux, notamment en Île-de-France, que je suis en charge d'animer, et en Auvergne-Rhône-Alpes, près de Saint-Étienne, Grenoble. Nous organisons autour de ces pôles régionaux des rendez-vous réguliers toute l'année avec des rencontres. Nous avons également une palette de services à votre disposition, notamment des actions de communication avec des webinaires comme celui-ci qui sont tous les mois, à raison de 2 fois par mois, des newsletters avec les nouvelles de nos adhérents mensuels, la mise en avant de nos adhérents sur Internet, sur les réseaux sociaux, et puis un format interview vidéo de nos adhérents sur des cas d'usage ou sur une annonce particulière. Nous proposons de les accompagner dans un développement business avec des tarifs avantageux pour participer à des événements clés, notamment des salons. Et puis la diffusion d'appels d'offres ou des rencontres dans nos différents pôles que nous continuons à déployer dans les régions. Nous accompagnons les projets avec des experts qui nous ont rejoints sur ces technologies de l'IoT et du RFID, et aussi avec un œil tout à fait stratégique, puisque nous avons une vue globale sur ce secteur, sur ce marché. Je parlais d'événements et notamment, je vais toucher un mot des prochains, notamment Mobility for Business, qui aura lieu le 3 et 4 octobre à Paris, porte de Versailles. Pour vous donner une idée de notre accompagnement, nous proposons des réductions pour exposer, il reste quelques places, et puis d'intervenir autour de tables rondes sur des sujets particuliers dans ces salons. Donc, ça permet de vous mettre en avant. Il y a donc aussi le salon Smart City et Smart Grid les 17 et 18 octobre, donc pour une rentrée assez intense jusque fin novembre. Je tiens à signaler que nous sommes également partenaires de Global Industries, qui est un salon qui est très réputé, qui vous mettra en lumière. Et ce salon aura lieu le 25 et 28 mars 2024. Nous sommes en train de l'organiser, donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela. À présent, je vais laisser la main à Checkpoint, donc Christophe François, Zebra, Christophe François qui va nous parler de la définition des lecteurs fixes, qu'est-ce que c'est que des lecteurs fixes, et de l'exploitation des données qui sont collectées par ces lecteurs avec quelques cas d'usage. Et nous enchaînerons ensuite sur Checkpoint avec ces cas d'usage.
Christophe, je te laisse la Merci. parole et je te laisse partager ton écran. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Merci. Merci, Christophe. Bonjour à tous. Merci d'être présents dans la présentation de la RFID et des lecteurs fixes en particulier, avec une présentation via Zebra et accompagné de notre partenaire Checkpoint qui joue un rôle important dans ce monde. Quelques chiffres sur Zebra de manière à bien comprendre qui nous sommes. Donc Zebra Technologies, c'est une société qui agit à l'échelle mondiale, avec un chiffre d'affaires un peu plus supérieur à 5 milliards de dollars, 10 000 employés répartis dans le monde, dans la plupart des pays, 55 pays pour être précis. Et puis, on a un modèle channel indirect, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des partenaires avec des compétences complémentaires qui vont nous permettre d'avoir une meilleure couverture géographique et puis également une meilleure pénétration chez les clients avec probablement une meilleure réactivité grâce à cet écosystème. Point important, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment est une société fabricant de produits technologiques et de solutions technologiques. Effectivement, il y a 10% de ces 5,6 milliards qui tous les ans sont investis en R&D de manière à être certain qu'on puisse continuer à innover et garder un positionnement favorable. Et parmi effectivement ces investissements, une partie touche la RFID, RFID qui va faire l'objet donc d'une présentation ce jour, avec un portfolio qui est dense et qui se décompose en plusieurs éléments. On a une partie logicielle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma souris. Merci de Ça me marche. confirmer si C'est c'est le bien. cas. Très, très bien, merci. Une partie logicielle donc, qui va accompagner les produits. Une partie lecteur mobile RFID, donc qui sont manipulés par des opérateurs, qui se déclinent sous différents formats, en fonction de l'ergonomie et du degré de durcissement nécessaire. Et puis une partie lecteur fixe que l'on va développer aujourd'hui, accompagnée de ces antennes. Une autre famille qui est importante pour nous, c'est la partie impression, donc avec un certain nombre d'imprimantes RFID qui vont permettre d'inclure le tag dans les étiquettes et puis de les encoder, d'encoder les tags quand nécessaire pour effectivement en faire des tags qui soient avec des informations, des identifiants, et qui soient exploitables sur le terrain. Et puis, chose importante dont on est fier et sur lequel il faut communiquer, c'est que pour pouvoir être un acteur majeur de la RFID, Zebra a son propre ASIC. RFID, qu'est-ce que c'est qu'un ASIC? Eh bien, c'est le composant principal électronique qui, intégré dans chaque élément RFID, va permettre de faire de la collecte et de la lecture d'informations. Et quel est l'intérêt de posséder cet ASIC? C'est qu'effectivement, on a la maîtrise du sujet et donc on peut faire évoluer les différents besoins en fonction du marché et de la stratégie de Zebra. Donc, contrôlant cette partie électronique, on a au moins la main sur notre destinée. Si on rentre dans le vif du sujet avec la partie fixe, donc la partie fixe, elle se compose de deux éléments, qui sont d'abord les lecteurs. Alors, des lecteurs génériques tels que le FX 7005 ou des lecteurs plus industriels comme le FX 9006. Et ces lecteurs, ils se caractérisent par effectivement un degré de durcissement différent, des formats différents, une sensibilité différente, un taux de lecture, une puissance, des interfaces, et puis une connectivité. Et tous ces éléments viennent caractériser des lecteurs fixes. Et on détaillera plus précisément ces capacités ultérieurement. Et à ces lecteurs, on va adjoindre des antennes qui vont permettre de rayonner sur un espace donné. Et pourquoi c'est important? Parce que, comme on travaille en RFID sur la base d'ondes électromagnétiques, il va falloir s'assurer la collecte des données dans les zones désirées. Et par contre, il va
falloir s'affranchir de la lecture des tags indésirables. Et de ce fait, il faut choisir les bonnes antennes avec les bons réglages qui vont permettre un rayonnement sur des zones précises qui sont nécessaires. Donc encore une fois, le couple lecteur-antenne est capital. Et je rajouterai également que le résultat va aussi dépendre de la qualité du tag, dont Julien pourra effectivement vous parler, puisque Check Point est un des fabricants majeurs dans ce monde de la RFID. Une fois qu'on a effectivement mis en avant le couple lecteur-antenne, on peut regarder la façon dont on va intégrer ces lecteurs et ces antennes dans le monde réel. Alors pour ça, on a une capacité d'intégration et on va typiquement fabriquer et implémenter des portails, ou des portiques, pardon, ici sur des quais de réception, où on va pouvoir collecter tous les flux qui passent au travers de ces portails. Quel est le cas d'usage? Typiquement pour aller vérifier que tout ce qui est expédié est conforme aux attentes et se destine au bon camion pour les bonnes livraisons. Ou en réception, au contraire, ou vérifier que tout ce qui est reçu est conforme aux attentes. On a aussi l'équivalent pour des convoyeurs, où on va installer un lecteur et une antenne sous un packaging de tunnel et l'intégrer à un convoyeur pour pouvoir effectivement collecter toutes les marchandises, tous les assets, tous les objets qui passent au travers. Une autre forme de lecteur ou d'intégration de lecteurs, c'est effectivement ce qu'on appelle nous overhead readers, qui vont se placer par exemple au-dessus des quais d'expédition et de réception et qui vont permettre de lire tout ce qui passe en dessous. Donc un complément du portique avec deux avantages. Le premier, c'est effectivement un encombrement moindre et puis également une installation qui est beaucoup plus aisée et plus rapide. Et là, en l'occurrence, on projette une lumière au sol qui a une signification pour l'opérateur, qui lui permet de savoir si effectivement ce sur quoi il est en train de travailler est conforme aux attentes. Et dans ce cas-là, il verra une lumière verte se projeter au sol et pourra continuer ses opérations. Ou au contraire, une lumière rouge ou orange qui lui dira qu'il faut qu'il vérifie la mission qu'il est en train d'accomplir parce qu'elle n'est pas conforme à ce qui lui a été assigné. Voilà. Donc ça, c'est tout, effectivement toutes les formes d'intégration que l'on peut faire. Et puis, on a également des tables de tri RFID qui vont permettre de faire du triage de tous les objets qui sont tagués sur ces tables pour des opérations de type notamment e-commerce. Une fois qu'on a parlé de ces intégrations, il y a un point important dans ces intégrations, c'est la façon dont on va connecter les lecteurs au système informatique client. Et pour ça, il y a un panel de connexions qui sont plutôt larges et qui permettent de se connecter bien sûr en Ethernet, qui est le type de connexion classique, en Ethernet TCP/IP, et véhiculer toutes les informations qui sont remontées via le réseau Ethernet. Mais au-delà de ça, et c'est notamment le cas dans les sites industriels, les sites de production, on va avoir recours à les réseaux Profinet et Profibus qui vont permettre une connexion notamment aux automates programmables. Et donc, de la même manière, on va se connecter de façon standard avec nos lecteurs et nos antennes dans des sites qui utilisent des réseaux Profinet ou Profibus. Une autre possibilité qui arrive dans quelques semaines, c'est effectivement la possibilité de connecter ces lecteurs en mode 5G. Ça permet de s'affranchir, je dirais, d'un câblage qui n'est pas toujours présent lorsqu'on installe les lecteurs. Et puis, ça permet également une certaine facilité de mouvement des lecteurs en fonction de l'évolution des sites. Et la dernière type de connectivité qui est également wireless, c'est le Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de connecter des lecteurs fixes, de la même manière que l'on connecte n'importe quel terminal mobile, Conaber ou RFID, et que le lecteur va par lui-même trouver le point d'accès avec lequel il va pouvoir communiquer et transférer ses datas. Et ça permet également non seulement une plus grande facilité de mise en œuvre, un coût d'installation moindre, puisqu'on va profiter du Wi-Fi existant, mais également une capacité, une certaine agilité dans l'évolution du site,
à pouvoir bouger les lecteurs fixes sans se préoccuper de la présence de câbles ou de prises RJ45. Voilà pour ce qui est de la connectivité. Une fois qu'on a parlé de ça, un autre paramètre important pour pouvoir utiliser des lecteurs et des antennes fixes, c'est la capacité à pouvoir les installer et les gérer. Alors pour ça, on a plusieurs logiciels, et je vais les présenter juste de façon brève. Le premier, c'est 123 RFID, qui est un logiciel qui permet non seulement de tester, mais également de configurer les lecteurs et chaque antenne de ce lecteur, comme vous pouvez le voir notamment sur cette image. Et on va pouvoir vérifier que le lecteur fonctionne selon les prérequis du client avec les bonnes performances. On peut aussi configurer tous les ports GPIO qui vont communiquer avec les différents périphériques. Donc ça, c'est notre RFID, particulièrement intuitif et donc agréable à utiliser. Une fois qu'on a configuré le lecteur, on peut également se pencher sur les outils de développement qui permettent de développer des applications qui vont sur ce lecteur et pouvoir avoir des premiers effets résultantes des logiciels que l'on a installés dessus et des applications qui pourraient tourner. Et puis la troisième composante d'utilisation de ce lecteur fixe, c'est bien sûr leur gestion. Et donc pour ça, on a un logiciel qui s'appelle Reader Management. Et ce logiciel, il va permettre d'installer et de faire figurer sur le plan de votre propre site les différents lecteurs, on en voit un ici, avec ici 3 antennes qui ont été placées à l'endroit exact dans un atelier, dans un site dessiné ici sur la base d'un fichier AutoCAD. Donc une fois que j'ai ça, je peux positionner mes lecteurs sur mon site, sur mes sites, quelle que soit leur situation géographique, et donc avoir le contrôle à distance sur chacun de ces lecteurs et de ces antennes. Ça me permet quoi? Ça me permet effectivement d'avoir un tableau de bord temps réel sur quels sont les lecteurs qui sont actifs. Donc ici, vous voyez, j'ai des lecteurs FX 7005 et 9006. Et puis, j'ai effectivement non seulement leurs caractéristiques, mais j'ai leur statut. S'ils fonctionnent, s'ils sont actifs, s'ils sont en défaut, avec toutes les caractéristiques de chacun pour pouvoir les adresser et pouvoir analyser leur disponibilité à tout temps. Voilà, ça, ce sont donc des outils, effectivement, qui permettent, à l'échelle industrielle, de pouvoir assurer le fonctionnement des lecteurs fixes avec un maximum de sécurité. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a sécurisé l'installation et la collecte de données via RFID, reste encore à exploiter les données qui sont remontées. Et pour ça, c'est, je dirais, un métier que Checkpoint exerce depuis des décennies. Et je vais donc passer la main à Julien pour qu'il puisse approfondir ce sujet d'exploitation des données. Julien, Merci Christophe. c'est à toi de te connecter. Donc n'hésitez pas, je le rappelle, à poser vos questions dans le chat de discussion. Je les poserai en fin d'intervention. Ce webinaire, la présentation de ce webinaire vous sera remis à l'issue de la présentation. Julien, à toi la parole. Merci Sophie. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Très bien. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord vous présenter Checkpoint en quelques slides rapides. Nous sommes une entreprise américaine, un peu plus de 50 ans, faisant partie d'un groupe canadien, le groupe CCL, qui représente un petit peu plus en 2022 d'un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. CCL étant un spécialiste du packaging et de l'étiquetage. Quant à Checkpoint, nous avons deux grands métiers, un métier historique qui sont les solutions anti-vol, que vous croisez au quotidien lorsque vous faites vos courses en supermarché, en magasin spécialisé. Et notre deuxième métier, sur lequel on a un focus de plus en plus important, qu'on exerce depuis une vingtaine d'années maintenant, eh bien, c'est la RFID. Nous sommes fabricants de nos propres matériels, où on vient agréger selon les demandes un matériel avec nos partenaires et notamment Zebra, avec qui nous avons noué des liens très forts depuis maintenant de nombreuses années. Et puis une fabrication aussi de tags RFID
avec une capacité de production qui est exponentielle chez Checkpoint, qui sera cette année de 3 milliards de tags, avec un objectif de 12 milliards d'ici 2 ans. Nous avons sur le marché, je dirais, un positionnement assez unique, puisqu'on opère de la source, avec justement la fabrication et la pose de tags à la source, jusqu'au magasin ou au restaurant, en passant par les points névralgiques que sont les centres de distribution. Et je vous verrai tout à l'heure justement quelques cas d'usage. Alors, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes un acteur majeur de la RFID avec finalement une stratégie qui est évolutive en fonction des besoins du marché et des nouveaux marchés que nous pouvons ouvrir, puisqu'on joue de plus en plus un rôle d'intégrateur, encore une fois avec notre partenaire Zebra principalement. Donc, historiquement, effectivement, nous opérons dans le monde du textile, mais depuis quelques années, nous avons ouvert des nouveaux marchés, dont je vais vous présenter quelques cas d'usage. Ces nouveaux marchés sont le réemploi, tout d'abord. Une demande également de plus en plus importante sur le marché des vins, champagnes et spiritueux. Et enfin, dans le domaine logistique. Alors tout d'abord, un premier cas d'usage qui est le cas d'usage McDonald's. Vous avez tous probablement entendu parler de la loi AGEC, qui est maintenant active depuis le 1er janvier 2023 en France, qui en fait impose à tout restaurant, et notamment chaîne de fast-food accueillant 20 personnes ou plus, de servir de la vaisselle réemployable en lieu et place de la vaisselle réutilisable. Alors tout d'abord, il faut comprendre que pour ces chaînes, et notamment McDonald's, c'est un changement de culture profonde. Ça fait plus de 50 ans qu'ils utilisent de la vaisselle jetable, et passer du jetable au réutilisable nécessite de changer complètement les process. Le premier besoin auquel on a pu répondre avec notre partenaire Zebra, c'est de donner une visibilité réelle du stock de la vaisselle réemployable, puisqu'il y a moins de volume de vaisselle réemployable en restaurant dans les stocks que de la vaisselle jetable. Ça permet justement de donner à McDo et aux autres fast-food une gestion rapide et efficace des inventaires pour derrière optimiser les réapprovisionnements, puisque si d'aventure il n'y a plus de stock de vaisselle réemployable, alors ça va impacter directement le business. Et puis deux solutions que je vais vous montrer dans quelques slides. Une solution de minimiser les pertes. Effectivement, en plus d'avoir quelques soucis de vol, le fait de perdre de la vaisselle impacte directement le business pour McDo, et encore une fois, les solutions de lecteur fixe Zebra nous ont aidé à répondre à ce challenge. Et puis aussi, lorsque un contenant va être lavé plusieurs fois, le fait d'encoder une information unique dans chaque tag, avec l'aide, encore une fois, des lecteurs Zebra, va nous permettre de gérer le cycle de vie de chaque contenant. Alors concrètement, chez McDonald's, qu'est-ce qu'on a mis en place? Vous allez voir une petite vidéo. Il faut savoir que dans chaque salle de restaurant, que McDonald's appelle lobby, il y a aujourd'hui des bacs de tri, avec un bac spécifique pour récupérer la vaisselle employable. Or, il se trouve que de nombreux clients ne vont pas respecter cet ordre de tri et vont mettre cette vaisselle réemployable dans le mauvais bac. Donc c'est un bac où en fait on va jeter le reste de nourriture, de sauce, etc. Et lorsque ce bac est plein, les équipiers chez McDonald's vont venir vider la poubelle et vont suivre un parcours stratégique tout au long du restaurant. Et au fond de ce restaurant se trouve un broyeur. Lorsque nous avons effectué ces premiers tests, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de vaisselle réemployable qui était jetée dans la mauvaise poubelle et que cette poubelle était finalement détruite. C'est donc une perte sèche pour l'ensemble des franchisés McDonald's. Donc nous avons mis en place cette solution, et je vais vous rejouer la vidéo pour vous expliquer. Il faut imaginer ici, alors là on est sur une vidéo de démonstration, que c'est un sac poubelle qu'on va passer devant les antennes Zebra, et la gestion avec le lecteur fixe va permettre de diffuser en temps réel le contenu du sac. Donc dès qu'il y a un élément de vaisselle tagué en RFID qui est dedans, on va donner l'information en temps réel à l'équipier de McDonald's qu'il faut venir récupérer ce contenant. À ce jour, cette solution a été déployée dans environ 1400 restaurants. Et comme on monitore les données en temps réel, on rétribue bien évidemment à McDonald's, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un total de plus d'1 million de contenants qui auraient dû être détruits et qui ont été récupérés grâce à cette solution. Le deuxième cas d'usage, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, le fait de poser ou d'installer un lecteur fixe en salle de plonge ou en plonge externe va permettre aussi de monitorer la gestion du cycle de vie de chaque contenant. McDonald's a défini un seuil maximum du nombre d'utilisations et de cycles de lavage de l'ensemble de ces contenants, et à partir du moment où on va atteindre ce seuil, alors le contenant pourra être sorti du cycle logistique.
Un deuxième cas d'usage dans le marché du textile et plus précisément en logistique. Vous voyez à l'écran aussi un tunnel Checkpoint équipé de lecteurs fixes Zebra. L'ensemble de nos clients textiles ont un vrai problème au niveau du centre de distribution et logistique. Pour rappel, toutes les enseignes textiles qui ont lancé un programme RFID commencent toujours par poser les étiquettes à la source. Donc sur l'ensemble des lieux de production, chez l'ensemble des façonniers, on va venir nous livrer nos étiquettes préalablement encodées qui vont être posées sur l'ensemble des marchandises, et ces marchandises vont transiter par des grands hubs, des centres logistiques. Et l'ensemble de nos clients s'accordent à dire qu'ils ont très très peu de visibilité, et d'une part sur le flux entrant et également sortant. Le fait d'installer ces solutions de lecteurs fixes vont donner en entrée d'entrepôt une visibilité en temps réel du nombre de vêtements entrants pour constituer un stock. Ça va permettre d'une part de constituer un stock, mais également de vérifier si l'attendu est conforme aux livraisons, ce qui est finalement très peu le cas. Le lecteur fixe va également permettre de vérifier ou d'associer un contenant et un contenu, donc on parle souvent de vêtements et de cartons. On a aussi un cas d'usage qu'on a mis en place il y a maintenant 3 ans chez un gros client polonais qui s'appelle LPP, où ces solutions de lecteurs fixes peuvent également permettre d'encoder des tags. Alors en l'occurrence, il y a 2 prérogatives. La première, c'est qu'il faut que ce soit un carton mono SKU pour qu'on puisse encoder ces tags. Et dans le cas précis de LPP, nous encodons des hard tags RFID. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va aussi permettre de donner une visibilité en temps réel du flux sortant pour chaque magasin, avec une lecture des contenants contenus. Donc là, en l'occurrence, on parle des codes barres, des cartons et des EPC, puisque chaque magasin qui reçoit une livraison doit aussi s'assurer que l'attendu est conforme. Et donc, en installant ces solutions de lecteurs fixes et de tunnels en sortie d'entrepôt, on va assurer au magasin qu'il va recevoir la bonne marchandise au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment devenu de plus en plus stratégique, puisque de nombreux magasins maintenant jouent aussi un rôle finalement de mini plateforme logistique avec l'essor du e-commerce, avec l'ensemble des commandes qu'on peut effectuer sur Internet, avec un retrait en magasin. Il faut que les informations qui soient rétribuées aux clients soient justes. Et grâce à ces solutions de lecteurs fixes, nous assurons à nos clients qu'ils vont recevoir les bons produits. Un second cas d'usage qui est le marché du champagne, où finalement les problématiques sont relativement similaires à celles des entrepôts qu'on peut trouver dans le monde du textile. De manière générale, on se rend compte que de nombreux clients en Champagne n'ont aucune visibilité du flux de marchandises lorsque les produits sont vendus par des distributeurs hors du marché français, ce qui représente un petit peu plus de la moitié de leur production. Et donc le fait, encore une fois, d'installer ces solutions de tunnels et de lecteurs fixes vont permettre, au niveau de la production, de constituer un stock et de donner la visibilité de l'ensemble des informations en temps réel. Encore une fois, on va associer un contenant et contenu. En l'occurrence, sur cette industrie, on parle de carton et de bouteilles. Les solutions de lecteurs fixes vont permettre, sur les plateformes logistiques qui sont généralement à d'autres endroits que les lieux de production, de revérifier les stocks. Et encore une fois, en lisant un contenant contenu, le code barre des cartons et les EPC, de donner la visibilité en temps réel à chaque distributeur du nombre de cartons et de bouteilles qu'il va recevoir. Un élément très important sur lequel on a mis beaucoup d'efforts, c'est la plateforme de supervision des lecteurs qui s'appelle Checkpoint Remote Assistant. Alors je vous précise parce que c'est important, c'est une solution qui a été développée ici localement pour l'ensemble de nos clients français et qui est maintenant duplicable au niveau monde chez Checkpoint. Qu'est-ce que c'est que cette solution Checkpoint Remote Assistant? C'est une prise en main à distance de l'ensemble des lecteurs fixes qui ont été déployés chez nos clients. Donc ça nous permet de monitorer l'ensemble du parc client, une gestion multisite. Pour vous donner donc un exemple, chez McDonald's, pour rappel, on parle d'une gestion de 1400 restaurants. Nous allons pouvoir diagnostiquer et effectuer des actions correctives avec ou sans support client. Quand je parle de support client, c'est généralement avoir un opérateur directement en restaurant ou en entrepôt logistique qui va pouvoir nous aider à faire des manipulations. Dans 80% des cas, nous arrivons à diagnostiquer les éventuels problèmes et à les résoudre à distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On vérifie l'ensemble des paramètres de la configuration spécifique du client, puisque c'est le principe de la RFID. Chaque lecteur, finalement, est configuré différemment. Christophe l'a expliqué tout à l'heure parfaitement. Nous allons bien évidemment optimiser les réglages, la puissance des lecteurs. Je réinsiste sur un point que Christophe a expliqué tout à l'heure. Effectivement, c'est très important de pouvoir opérer sur le lecteur, mais de choisir le bon modèle d'antenne. Il existe chez Zebra une gamme très large.
et en fonction des cas d'usage, on va venir agréger la bonne antenne pour une lecture et une captation des données parfaites. Nous allons également monitorer en temps réel les EPCLU. Lorsque nous avons un appel d'un client, on peut l'informer en temps réel du nombre de lectures de tags à un moment T, et ce, avant qu'on lui envoie le rapport, ce qui va nous permettre aussi tout de suite de le rassurer sur le bon fonctionnement du lecteur ou sur les réglages qu'on peut opérer. Et puis enfin, une chose très importante, c'est une mise à jour de l'OS. Nous avons effectué aussi déjà chez McDo une mise à jour à distance d'un OS. Ça se fait en quelques heures sur un parc, encore une fois, très important de lecteurs. Et j'en ai fini. Je vais vous rendre l'écran. Sophie? Merci beaucoup, Julien. Ta présentation Si. était très claire. Merci, Christophe. Pareillement, ça se complète vraiment très bien. Donc maintenant, je vous engage à poser vos questions et nous allons y répondre. Il y en a déjà quelques-unes. Alors, la première de Quentin, est-il possible d'avoir une idée des tarifs pour l'installation des lecteurs fixes, tunnels, overhead, etc., qui ont été présentés aujourd'hui? Alors, l'installation des lecteurs fixes, c'est le temps est relatif au temps qu'on va y passer. Il y a une partie mécanique et il y a une partie électronique. La partie mécanique est sûrement la plus complexe. Une fois qu'on a fait ça, quand on installe les lecteurs fixes, on s'est d'abord prémuni, on a déjà fait des tests au préalable qui permettent de confirmer la façon dont l'installation va fonctionner. Et donc, une fois qu'on en est à l'étape d'installation, on sait que les tests ont déjà été couronnés de succès. Donc, l'installation, elle est relativement courte. Je dirais que selon les sites, on va pouvoir installer un lecteur ça va prendre entre 1 heure et une demi-journée en fonction de l'aspect mécanique, plus que l'aspect électronique, qui est relativement facile, encore une fois, tout simplement parce qu'on a déjà fait des tests au préalable. Donc le coût, c'est le coût du technicien pour une demi-journée ou 1 heure. Et donc à l'unité, ça peut coûter cher, mais si on en installe 5 ou 10, effectivement, on aura un coût qui va être de 1 à 2 ou 3 jours maximum. Donc ça va aller entre 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros si c'est plus complexe, mais on est de cet ordre-là. Et encore une fois, ça va dépendre des quantités, parce que le déplacement sera absorbé dans le temps qu'on va y passer. Merci, Christophe. Mais pour ces questions-là, j'encourage Quentin à rentrer en contact avec Julien et avec moi-même de manière à pouvoir qualifier le besoin plus précisément et donc donner une réponse plus précise. Parfait. Une autre question de Quentin. Quand vous parlez RFID, pourriez-vous préciser les fréquences targetées, UHF, HF, autres? Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Quentin, on parle d'UHF, en tout cas dans les cas d'usage qu'on a montré aujourd'hui. Christophe pourra vous l'expliquer, mais l'ensemble des lecteurs Zebra sont aussi configurés par région avec les bonnes fréquences. Et donc ici en Europe, on parle d'UHF et on est calé sur l'ETSI, donc les normes européennes. Et donc, dans la continuité de cette question, est-ce que vous avez des cas d'application qui combinent des types de fréquences, UHF, HF, NFC, par exemple? Oui, ça existe. Alors, oui, ça existe. On y travaille. On a déjà des cas d'usage où on combine l'UHF avec le QR code. Et effectivement, on a de plus en plus de demandes pour finalement avoir une interaction avec le client. Donc, c'est l'utilité notamment du NFC. Et on y travaille activement, notamment sur le marché des spiritueux actuellement. Donc là, je fais une petite parenthèse. Il y a GS1, le groupe de standardisation internationale, qui a annoncé le QR code augmenté. Est-ce que vous travaillez avec GS1 justement pour apporter plus d'informations avec ce support de QR code augmenté? Alors, nous, on est membre de GS1, Checkpoint aussi, du reste. Donc, Tout à fait. non seulement on contribue surtout à l'évolution des normes. Donc, quand les normes sortent, on a déjà apporté notre pierre à l'édifice, avec d'autres. Hein. On n'a pas la prétention de changer le monde, mais il y a des équipes qui font partie de GS1 et qui donc contribuent à ces évolutions, dont font partie nos deux sociétés. Tout à fait. Et
à 100% des cas, on suit aussi toutes les normes d'encodage. Je reviens sur le HF RFID, bien évidemment, dicté par GSA. On a un banc d'actifs également. Et j'en profite pour vous dire aussi qu'on va faire un webinaire le 18 octobre avec GS1. On va participer et nous aurons le plaisir aussi de présenter des cas d'usage de HF. Très bien. Toujours dans ce domaine des réglementaires, on va dire, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la réglementation sur les fréquences utilisées a changé récemment et comment vous suivez cette adaptation avec vos produits? En fait, c'est une évolution qui donne accès à plus de bandes de fréquences en Europe. Les bandes de fréquences étaient jusqu'à la restreinte à la bande 865-868 MHz. Et aujourd'hui, on s'ouvre à la bande 900 MHz, qui était utilisée notamment en Amérique du Nord et en Asie. Et donc, l'Europe s'ouvre à cette deuxième bande de fréquences qui donne encore plus de possibilités pour connecter plus de lecteurs. Et surtout, la bande 900 MHz, qui est donc donne accès à des bandes plus larges, permet d'avoir une puissance plus élevée. Voilà, donc encore une fois, c'est tout bénéfice pour les utilisateurs et les fabricants que nous sommes. Et les lecteurs intègrent déjà ces configurations. Et en fonction des pays, en respectant la législation, vous pouvez avoir accès à ces nouvelles fréquences et ces nouvelles puissances. Très bien. Donc là, vous gérez au travers de ces solutions UHF, HF, NFC, une certaine forme d'interopérabilité. Pouvez-vous l'illustrer avec ces avantages notamment? Parce qu'il faut pouvoir que tous ces objets puissent communiquer ensemble. Et est-ce que vous pouvez en parler en 2 mots? Bah, on suit des normes au niveau des tags, donc, qui sont GS1 ISO 18000 en UHF. On suit pour la norme HF, c'est d'autres normes encore. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais encore d'autres normes. Et puis pour les lecteurs, on utilise des normes, des protocoles type LLRP, okay, donc Low Level Read Protocol, qui permet de transmettre des informations via les lecteurs selon des protocoles bien définis, exploitables par diverses sociétés en amont, ou plutôt en aval. Et donc Checkpoint, lui, va exploiter les données qui sortent de ce protocole LLRP, et ça permet notamment de travailler avec différents fabricants. Donc cette ouverture à cette standardisation, elle permet de mettre en concurrence tous les fabricants, et donc oblige quelque part chacun des fabricants et des intégrateurs à être le plus performant possible pour se différencier non pas par son protocole propriétaire, mais par ses caractéristiques techniques. Merci Christophe. Julien, tu n'hésites pas à intervenir si tu veux compléter. La réponse était très complète. Alors, il y a une autre question de Feta. Pouvez-vous nous donner les étapes pour le déploiement d'une solution, exemple, suivi de stock en magasin? Vaste sujet. Alors, comment on fonctionne? Finalement, de manière très basique, généralement, nos clients vont nous exposer une problématique. Et à partir de là, on va faire une étude très poussée. Donc, la constitution d'un stock, il faut d'abord étudier et comprendre l'environnement du client. Vous parlez de magasin, c'est ça, Sophie? Oui, C'est- suivi de stock en D'accord. magasin. Donc, Et ouais. qualification, pour compléter, je pense, Feta a enchaîné avec une autre question, de la qualification du besoin à la mise en service et l'exploitation. D'accord. Donc, pour qualifier le besoin, effectivement, il faut que le client nous explique un petit peu sa problématique. Et on va très rapidement venir étudier son environnement. Donc, l'environnement, c'est bien évidemment, j'allais dire, les murs, comment sont constitués son magasin, le type de produit concerné, principalement magasin de textile. On va aussi étudier le type de tags qui ont été apposés et encodés sur l'ensemble des vêtements, où est-ce qu'ils ont été également positionnés, pour ensuite définir des solutions hardware qui peuvent être fixes ou mobiles. Et généralement, lorsqu'on va gérer un stock en magasin, on est plutôt sur des solutions mobiles avec, encore une fois, notre partenaire Zebra. Une couche logicielle qui est très importante, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, mais le logiciel est un petit peu le nerf de la guerre pour gérer efficacement un stock. Et puis on va rentrer dans une phase en 3 étapes systématiques chez Checkpoint, une phase de lab,
on va, j'allais dire, éprouver une faisabilité, puis une phase de POC et de pilote étendu. On va généralement venir agréger des scénarios un petit peu plus poussés, étudier avec notre client ROI pour ensuite le déployer. Et on a aussi, je tiens à le préciser, des capacités, nous, de déploiement qui permettent de déployer des centaines, voire des milliers de sites. Je vous parlais de McDonald's tout à l'heure, en quelques mois. Merci Julien. Tu as parlé de client ROI. Est-ce que c'est un outil? Alors, on a des outils, nos clients aussi, ont beaucoup d'outils, des données qui sont confidentielles. Ça va dépendre de la typologie des clients. On va, construire avec, un outil de ROI avec certains clients, d'autres vont plutôt garder les données pour eux. Ce sont des données qui sont quand même très, confidentielles. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour, gérer, l'inventaire et le stock, les ROI sont généralement de moins d'un an. D'accord. Alors, une autre question de Pierre. RFID versus QR code. Quels sont les intérêts du RFID par rapport au QR code? On parle d'interopérabilité, mais à partir du moment où on a Les posé deux cette sont complémentaires. interopérabilité, voilà, c'est C'est pas vraiment complémentaire, mais à quel niveau? une concurrence, c'est complémentaire. La RFID, ça permet effectivement d'aller faire de la collecte, notamment de masse, sans voir le QR code. Donc, sur des tags qui sont mêlés, on va pouvoir procéder à une lecture à la volée dans un temps court, sans avoir besoin de visualiser le QR code. Voilà. Sur un QR code, il y a d'autres avantages, notamment la possibilité d'encoder énormément d'informations. Par contre, il faut effectivement visualiser pour accéder à la signification du code. Donc, c'est deux usages différents, et donc deux technologies complémentaires. C'est pour ça que dans nos lecteurs, et pour Checkpoint, dans la façon dont ils exploitent les données, on est capable de collecter les informations sur la base de ces deux technologies, QR code et RFID. Et on peut même faire les deux en même temps, sur le même lecteur. Et j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Alors sinon, vous pouvez rajouter, compléter ces questions sur le chat Q&R. N'hésitez pas, pour l'instant. Ah, en voilà une autre, donc de Quentin. Puce RFID et recyclage. Comment gérer le recyclage? Un packaging en carton ou plastique est équipé avec un label RFID. Comment vous triez? Alors, bien évidemment, c'est pas nous qui effectuons, ce recyclage. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis un an, on a obtenu des certifications sur nos dernière gamme de tags RFID, d'inlay RFID qui sont désormais recyclables. Hem, un cas très concret chez McDonald's, nos tags sont moulés ou surmoulés, dans les contenants en PP, en plastique. Et donc en fait, ces contenants sont, eux, recyclés. Hem, la seule obligation qu'a, McDonald's lorsqu'ils font recycler leur packaging réemployable, c'est qu'il ne soit pas, reconstitué pour en refaire un packaging alimentaire, mais on peut en faire un packaging ou un nouveau produit non alimentaire. Heu, la taille et le poids de l'inlay RFID versus, la taille et le poids du contenant, alimentaire est finalement infime, ce qui permet de recycler dans un autre produit. Eh bien, alors sur ce sujet RSE, on pourrait en faire un webinaire. D'ailleurs, je vous invite, il y a eu des thématiques traitées chez ConnectWeb quand vous regarderez les différents webinaires passés. Quelles sont vos actions pour gérer et limiter vos impacts sur l'environnement, justement? Est-ce que vous avez une charte RSE? Donc là, je vous laisse la parole. Vous partagez la parole parce que je pense que l'un et l'autre, vous avez quelque chose à dire. Oui, c'est un sujet qui est récent et puis dans lequel on est tous impliqués. Chez Zebra, on a plusieurs actions. D'abord, on a maintenant une équipe reconditionnement. Donc, on est capable de récupérer tous les produits qui sont plus utilisés, soit pour les recycler, soit pour les remettre en état et être vendus au second marché. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Ça veut dire qu'on ne va plus forcément pousser à la vente systématique, mais il y a une volonté et une possibilité d'acheter du reconditionné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tous les produits, c'est en cours d'élaboration, auront leur propre empreinte carbone. C'est-à-dire que sur les fiches techniques, on aura les caractéristiques produits.
l'operating system, sa température de fonctionnement, et également l'empreinte carbone de chaque produit, conséquence de sa fabrication. Donc, le fait que cette notion existe nous oblige à la réduire au fur et à mesure que l'on avance dans la production de nouveaux produits. Et puis également, on se fait certifier par des organismes qui donnent une note, une green note à la société pour les différentes actions qu'elle mène pour limiter l'impact sur le réchauffement climatique. Ça fait partie des, je dirais, depuis quelques années, des orientations que l'on prend de façon forte pour aller dans le sens de l'histoire, tout simplement. Est-ce que ça veut dire, Christophe, que vous êtes accompagné dans cette démarche par l'ADEME ou par des institutions qui permettent Bien de sûr, certifier et de exactement, donner ce fameux label, hein, on voit très bien sur les produits de grande consommation et exactement. puis même sur tous les produits, ces scores A, B, C, D, E, est-ce que vous les utiliserez? Alors, c'est Vous pas les les mêmes utilisez? scores, mais c'est des notes avec des chiffres. Ça veut dire quoi? Et puis, donc oui, la réponse est oui, définitivement. Et puis surtout, on est persuadé qu'au fur et à mesure que le temps passe, les exigences seront de plus en plus élevées, donc les certifications seront de plus en plus délicates à avoir. Donc c'est un travail continu, et donc il y a des personnes qui ne font que ça, ce qui n'était pas encore le cas il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, ça fait partie des... Le RSE est un département à part qui est partie prenante dans la stratégie de la société. Merci Christophe. Julien, est-ce que tu veux compléter? Oui, bah, je vous confirme que c'est un sujet très important, bien évidemment. On n'a pas une seule consultation sans énormément de questions sur ces sujets-là. Plusieurs choses. Nous, chez Checkpoint, depuis maintenant un an, on a nommé un responsable RSE qui multiplie les actions. À l'instar de Zebra, nous avons aussi de nombreuses certifications. Je vais vous donner quelques exemples sur nos tags. Je vous parlais tout à l'heure de notre capacité de production de tags RFID. On produit aussi des tags radiofréquence, plutôt un usage anti-vol à hauteur de 4 milliards par an. Et on a travaillé à une réduction de 25%, tout en gardant les mêmes performances d'ailleurs, du tag, donc 25% de matière en moins. Donc j'allais dire une empreinte carbone qui a vraiment baissé, notamment au niveau de transport. Euh, L'ensemble des packaging de nos produits, que ce soit nos tags et nos matériels, sont faits avec du carton recyclable. Nous allons bientôt finir la production d'une nouvelle usine de tags RFID au Mexique pour livrer aussi le continent américain, sud-américain. Donc voilà, on multiplie les actions pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Et c'est un sujet sur lequel toutes les équipes Checkpoint sont très sensibles. Très bien, merci Julien. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Ah si, une question de Feta. Quel budget moyen pour un déploiement, un suivi de stock en magasin sur la base de vos clients? Phase analyse, besoin, phase de POC. Ça va vraiment dépendre Ouais. de la taille du magasin, et dans ce magasin, de la taille des articles. Est-ce qu'on utilise seulement un inventaire pour les articles? Est-ce qu'on va couvrir la partie cabine d'essayage? Est-ce qu'on va couvrir la partie caisse? Il y a toute la partie analytique qui, en fait, logiciel, coûte potentiellement plus cher que la partie hardware. Mais on parle du départ du projet jusqu'à l'arrivée, c'est à minima 3 à 6 mois, voire beaucoup plus si on part d'une réflexion d'une feuille blanche, où on amène un client à travailler d'une base papier vers une base digitale. Donc ça peut aller. Il y a un rapport entre 1 et 10 en fonction des clients et des projets. Et des cas d'usage. Tout à fait. Donc j'encourage Feta, s'il est intéressé, à ce qu'on puisse, qu'elle nous contacte pour pouvoir approfondir le sujet. Merci, le mot est donné. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Il est 11h50. Je vais attendre un petit peu. Peut-être que vous pourriez, notamment chez Checkpoint, parler un petit peu, tu l'as évoqué, Julien, sur l'offre d'encodage des tags que vous proposez. Parce que bien souvent, c'est le client qui fait cela chez lui, parce vous l'outillez avec des lecteurs pour pouvoir, et un logiciel pour pouvoir encoder ses propres tags pour y embarquer l'information et le suivi ensuite.
Mais vous proposez vous avez quelque chose pour accompagner ce client dans cette opération? Oui, alors on fait les 2, c'est-à-dire qu'on peut livrer des tags, dits, non encodés, mais la plupart de nos clients, parce qu'on parle vraiment de déploiement massif RFID, au-delà de la fourniture du tag, nous confient, également les prestations d'encodage. Donc on a une vingtaine de services bureaux répartis, dans le monde, à proximité des bassins de production. On en a un en Europe, en Hollande, énormément en Asie, Asie du Sud-Est, également au Maghreb et Amérique latine. Et donc, en fait, on a une grande plateforme internet qui s'appelle CheckNet, qui va permettre à l'ensemble des façonniers, donc des fabricants, notamment de vêtements, de venir très rapidement choisir le bon tag qui a été sélectionné par un client. Et on va se charger de l'encodage. Et sous 5 jours, les façonniers vont recevoir l'ensemble des tags encodés, vêtement par vêtement, produit par produit, pour pouvoir ensuite les apposer et les livrer notamment en centre logistique de distribution, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et c'est là où, avec notre partenaire Zebra, on va venir leur assurer que les produits qui devaient être livrés sont les bons, avec les solutions de lecteur fixe. D'accord. Et proportionnellement, sur l'ensemble de vos clients, il y a un pourcentage que tu peux donner sur euh, cette opération que vous fournissez à vos clients? Plus de 95. C'est Ah, une quand même. facilité, ouais, c'est une facilité en fait pour les clients. Hem, un façonnier, sa spécialité, c'est de fabriquer des vêtements, c'est pas d'encoder des tags. Donc nous D'accord. sommes les spécialistes, en plus de recommander bien évidemment le bon tag, de définir le schéma d'encodage avec le client final. On va se charger de cette prestation et puis, il faut aussi se rendre compte que c'est de l'outillage et des investissements importants pour des façonniers. Donc on va se charger de cette phase-là. Parfait. Je n'ai plus de questions à vous soumettre. Ce que je vous propose, c'est que dans le chat, j'ai mis un lien sur les prochains webinaires. Donc, par exemple, le prochain, ça sera comment engager et fidéliser vos clients grâce à l'IoT, qui aura lieu le 21 septembre. Le suivant, comment rendre autonomes les objets connectés, au mois d'octobre, le 5 octobre. Un thème sur les jumeaux numériques, défis, applications et bénéfices, le 19 octobre. Et la RFID comme solution EAS, qui fait part d'un article sur la surveillance, qui sera donné le 9 novembre. Voilà, donc il est 11h53. Je pense que, comme je n'ai pas d'autres questions à vous soumettre, nous allons clore ce webinaire. Je vous remercie de l'avoir assisté et puis je remercie surtout nos intervenants, Julien chez Checkpoint et Christophe chez Zebra, pour avoir été très clairs dans ces cas d'usage où la technologie, on l'a vu, s'efface de plus en plus. Je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, merci Sophie, Merci, merci Julien, bonne bonne journée, à journée, bientôt. Bonne journée, au à revoir. bientôt, au revoir.